Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voici en automne. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, regardez un œil dehors, il est 19 heures, il fait nuit noire. Bon, en automne, donc la période qui va de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver. Donc du 22 septembre au 22 décembre. C'est la période d'automne. Et ce qui est intéressant, c'est que le scorpion, que l'on voit ensemble ce soir, eh bien, il se trouve en plein milieu de la période d'automne. Il symbolise vraiment cette période-là. Tout comme le taureau, qu'on avait vu dans la deuxième conférence, était vraiment, il symbolisait, il se trouvait en plein milieu de la période de printemps. Et c'est intéressant, on peut dire donc le taureau, c'est le sommet de la période de printemps où il y a le plus de lumière, c'est là où il y a le plus de lumière, et le scorpion est au sommet, on va dire au fond plutôt, de la période de l'automne, qui est vraiment reliée à la nuit, au sombre. Et c'est vraiment intéressant pour comprendre justement les propositions du scorpion, ce qu'il va nous proposer. En fait, on avait vu que énergétiquement, ces cycles-là, notamment représentaient, notamment pour le printemps, ça représentait la période de contact. La période de contact des énergies les plus lumineuses, là où il y a le plus de lumière, et c'est là vraiment les énergies les plus lumineuses qu'on puisse contacter, qu'on puisse réceptionner. Souvenez-vous avec la conférence Taureau. On réceptionnait les valeurs supérieures, les plus subtiles, les plus lumineuses, les qualités, on avait parlé de lumière, les qualités d'amour, unité, les qualités de volonté, plan, direction. On avait ces trois qualités-là. Et puis, par contre, en scorpion, eh ben, c'est là où on va devoir intégrer, c'est la période d'intégration, on va devoir intégrer ces valeurs jusqu'en bas. C'est-à-dire c'est là qu'elles sont mises en rapport avec le bas, la matière la plus dense, la matière la plus sombre, le monde des formes. Donc vraiment le scorpion, il nous invite à vraiment mettre en bas, jusque dans le quotidien, jusque dans l'incarnation, les valeurs supérieures qu'on a pu contacter, que ça s'intègre dans tous les corps. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on travaille beaucoup sur les symboles, vous avez vu, donc ces dernières conférences, on se sert souvent des symboles, et le scorpion est relié au symbole, au chiffre 8. Pourquoi 8? Pas par hasard, parce que c'est le 8e signe, en partant du bélier. Bélier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 8, c'est une lemniscate. Vous connaissez bien le signe de l'infini. Voilà, que je vais placer ici. Et c'est intéressant parce que cette lemniscate, elle symbolise bien justement ce travail d'amener le haut jusqu'en bas, de faire relier ces deux aspects, que le plus haut vraiment s'unisse au plus bas. C'est le travail du scorpion, c'est vraiment ce qu'il nous demande de faire. Autant en Verseau, on s'était préparé justement au contact. En Taureau, on va réceptionner, on va aspirer, on avait vu passer du désir à l'aspiration pour contacter justement et réceptionner des énergies les plus hautes. En Lion, on les laisse circuler à travers nous. Et en Scorpion, ça s'intègre dans la substance de tous les corps jusqu'en bas. Et c'est intéressant parce que c'est comme si le quotidien, on appelle le Scorpion le signe des épreuves. Le disciple qui doit faire ses preuves. Faire ses preuves, c'est la même racine que épreuve. Faire ses preuves, qui doit prouver encore la même racine, que ses qualités tiennent jusqu'en bas, jusque dans le quotidien. C'est le signe justement du disciple. Intéressant parce que vous avez dit que en Taureau que le Taureau était relié au grand avatar, le Bouddha. Et le Bouddha, on sait ce qu'il a dit, on connaît ses enseignements, donc sur le désir, on avait parlé la dernière fois, la souffrance et tout ça, mais on ne sait pas ce qu'il a fait dans le quotidien. Peut-être parce que c'est tellement un avatar avancé qu'il a déjà fait ses preuves dans le quotidien. Par contre, le Scorpion, il est relié à un autre avatar, Hercule. On dit que Hercule, lui, par contre, on ne sait pas ce qu'il a dit. On ne connaît rien de ses enseignements. Par contre, on sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, on sait les 12 épreuves, les 12 travaux d'Hercule qu'il a cherché à mettre en place. Donc on voit vraiment que le Scorpion est relié à ce disciple comme Hercule qui doit faire ses preuves dans le quotidien. Donc c'est vrai qu'on est tous OK, comme en Taureau, de
si vous êtes là, d'aspirer aux valeurs, d'aller les contacter, l'amour, la volonté, la lumière. On les a même déjà tous touchés. On sait, on sent que c'est ça qui doit être. Mais au quotidien, en dehors de la méditation, dans le monde des formes, face aux doutes, face aux violences dans le monde, face aux peurs, face à tout ce les guerres qu'il y a, face à notre quotidien, face aux gens qui trouvent que nos valeurs auxquelles on est attiré, ils trouvent que c'est que des chimères. Est-ce que nos valeurs, là, notre amour, notre volonté fondamentale, notre intelligence, notre lumière, elle tient? Est-ce qu'elles ne font pas comme neige au soleil ou est-ce qu'elles tiennent comme un roc? Eh bien, c'est la proposition justement du Scorpion, que ce soit des valeurs qui tiennent jusqu'en bas. Tout un chemin, hein, et ça ne se fera pas en une vie, c'est des propositions qu'il y a et qui nous travaillent régulièrement. Mais ça donne une direction intéressante. Donc, et c'est là que justement, lorsque le Scorpion supérieur vraiment est à l'œuvre, on l'appelle le guerrier, on va y revenir, c'est là que justement il tient fermement ses valeurs jusqu'en bas, et le guerrier, l'âme peut enfin dire « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Cette bataille pour amener les valeurs en bas. Alors vous allez me dire, guerrier, bataille, triomphe, c'est bien un peu combattant tout ça, mais l'âme, elle est plutôt amour, qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, l'âme est amour. Hors forme, tout est amour, fondamentalement. Mais dans le monde des formes, c'est une autre histoire. Quand l'âme, elle nous invite, comme on l'avait vu en Verseau, de passer de la forme à la conscience, de passer de la conscience individuelle à la conscience de groupe. En Taureau, du désir à l'aspiration. En Lion, on avait vu du moi au nous. Vous avez vu, on avait évoqué un petit peu en Lion, toutes les résistances que ça peut amener. Souvent, en nous, c'est une bataille entre l'âme qui tire d'un côté, la conscience d'ensemble, les valeurs, et puis l'autre côté, la personnalité, qui est son moi égoïste, ses petites affaires, son petit plan. C'est une dualité, c'est une bataille qu'on vit chacun. Là, il y a une vraie bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'entre même nos aspirations les plus élevées, et puis nos actes au quotidien, nos intentions les plus belles, et nos paroles les plus viles, entre toute notre part de lumière et notre part d'ombre, c'est un sacré combat qui se passe quand même à l'intérieur. Il y a une sorte de bataille. Et c'est vrai que cette bataille, en fait, elle nous vient aussi finalement du fait que toutes les formes, et l'homme, l'humain y compris, en fait c'est le point de rencontre entre deux opposés, deux forces contrastantes qu'on avait appelées, et qu'on avait vu aussi dans une autre, l'esprit et la matière. C'est ce 8. Et ces deux grandes forces à l'œuvre dans l'univers, elles se rencontrent, elles sont aussi à l'œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette dualité, c'est cette dualité-là qui fait qu'il y a une sorte de bataille. En tout cas que nous, on la perçoit en termes de combat et de bataille, c'est notre réalité. D'un autre point de vue, c'est peut-être autre chose. Et on verra que ces forces qui semblent, de notre point de vue, se combattre, sont en train de s'unir à l'intérieur. D'ailleurs, c'est intéressant, même dans le signe du 8, qu'on dessine comme ça, dans ce sens, on peut voir une flèche là, à un moment donné, qui descend vers le point central, et une flèche là qui monte, remonte. Et on peut imaginer deux forces comme ça, qui vont s'entrechoquer et qui se bataillent en nous. Mais d'un autre point de vue, on peut y voir aussi deux forces qui se rencontrent dans ce point central, qui s'unissent au sein de ce point central, au cœur du 8. Ça dépend encore du point de vue. On va y revenir. Servons-nous encore du 8, de ce chiffre 8, de ce symbole qui est très intéressant, donc pour comprendre un peu les propositions plus précises du Scorpion. Le 8, donc je vous disais, parce que c'est le 8e signe, mais dans la symbolique des nombres, en fait, on retrouve tout le processus créateur, justement de l'esprit et de la matière. En fait, dans la suite des nombres, on retrouve le fait que ça crée. En fait, ça crée. Dans ce grand plan d'esprit-matière, souvent on le dit, l'âme crée des formes constamment. Et en fait, en créant des formes, on commence à créer des formes. Le 1, le chiffre 1, symbolise le commencement de la création. Que ce soit l'âme qui crée un humain, qui crée un système solaire, qui crée une planète, qui crée une étoile de mer, ou nous-mêmes qui créons une entreprise, qui créerons une maison, n'importe quoi. Il y a un pas, un commencement. Symboliquement, c'est le chiffre 1.
Et puis, il y a plein d'étapes pour la réalisation de cette créativité. Il y a l'étape numéro 2, 3, 4, 5, 6, et jusqu'à la finalité, une fois que la forme est créée, est aboutie, ben, jusqu'au 7. Le 2, 3, 4, 5, 6 sont seulement les étapes nécessaires à la réalisation des formes, que ce soit une gigantesque ou une petite forme que l'âme crée, que nous créons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, une fois que la forme est finie, finalement, ben voilà, la forme est finie, c'est bien, on a bien travaillé, on profite de cette forme, on est dedans, on est là-dedans, mais le 8 arrive, le scorpion arrive et qui dit, bon les gars, c'est bien, ce que vous avez fait, c'est super, franchement, c'est une belle forme, c'est nickel. Mais je ne veux pas vous embêter, mais ce que vous prenez pour une fin, ce que vous prenez pour un terminus, eh ben, c'est terminé, il va falloir passer à autre chose maintenant. C'est pour ça qu'on dit que le scorpion, c'est le signe du passage, des fois de la mort, renaissance, pour mourir et renaître à autre chose. Et du coup, c'est le 8e signe qui arrive après le 7, et qui dit, bon les gars, allez, c'est terminé, on passe à autre chose. On passe à un autre monde. Ah bon, mais on ne peut pas profiter un peu là, de nos formes d'une vie ou deux, allez. Non, non, non. Donc le 8, le scorpion étant relié à l'esprit et à la matière, à ce grand mouvement fluide entre esprit et la matière, il sait que tant que le plan d'esprit-matière n'est pas terminé, tant que l'amour n'est pas totalement dans toutes les formes, il n'y a aucune raison de prendre des vacances et de s'arrêter. On verra après. Mais là, non, on continue. C'est très bien, ok, mais on va plus loin, on avance. Vous voyez la place un petit peu pas facile du scorpion qui met les pieds dans le plat et qui passe souvent pour l'emmerdeur de service. D'ailleurs, il a souvent mauvaise presse, hein, le scorpion, d'ailleurs. Hein, quand on fait un tour de table comme ça, puis on dit, vous êtes quoi? Moi, je suis Gémeaux. Ah, c'est sympa. Balance. Ah ouais, génial, j'ai Lion. Ah, yeah. Moi, je suis Scorpion. Ah, oups, Scorpion. Ça jette un froid, souvent. Il y a ce côté un peu voilà, qui porte de mort, renaissance. Et voilà, il y a une place pas facile par rapport à ça. Et on voit que le scorpion, en fait, comment il va s'y prendre? Justement, il va faire passer comme ça d'un autre monde, mais en disant, écoutez, si on veut changer le monde, il faut changer de conscience. Le scorpion est absolument relié, fondamentalement relié à l'aspect conscience des choses. Il va dire, pour changer le monde, il faut changer de conscience, il faut passer à une autre dimension pour créer justement un monde tout neuf avec le 9e signe et repartir sur une autre forme jusqu'à une prochaine sphère. Et puis ainsi de suite. Et on continue. Donc il y a toujours cette place-là. Voilà. Donc relié à la conscience. Il sait que fondamentalement, si on ne change pas de conscience, eh bien, on ne peut pas changer de monde. Il va y avoir une créativité de forme. Si on ne se passe pas ailleurs, les gars disent, oh ouais, on continue, ben, on va créer une autre forme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est toujours sur le même plan. C'est-à-dire, on le voit bien psychologiquement, on a tous vécu. Par exemple, on voyait qu'il y a des formes qui sont terminées, on n'est plus bien, c'est plus adapté, tout ça. Une fois qu'elle a rempli les fonctions, on veut changer de forme, changer de métier, changer de lieu d'habitation, changer de couple, changer de politique au niveau des formes plus globales. Mais si on ne change pas de conscience, on refait la même en couleur. Le même couple, et on s'étonne que ça ne fonctionne pas. L'important, c'est, si on veut vraiment changer et que ça avance dans l'évolution, il faut passer par la conscience. Et d'ailleurs, même dans le 8, on sent un peu ce côté, il est même représenté par la forme, par ces deux espaces, l'un en dessus de l'autre. Il est connecté à un espace, mais il amène à l'espace supérieur. Puis ce mouvement fluide qui amène d'une conscience, qui amène comme ça, un mouvement fluide qui amène la conscience à un monde, une autre dimension. Donc, voilà, il dit, les gars, suivez-moi, et ce qui est important, c'est le changement de conscience. Il est relié à cela. Ce qu'on appelle la transmutation intérieure. Le signe de la transmutation, le scorpion, donc intérieur, parce que par la conscience intérieure. Bon. Ok, donc scorpion qui est relié donc à cet aspect-là. Mais, comme on l'avait vu avec les autres signes, eh bien, cette qualité de transformation par la conscience, pour élever, eh bien, quand on voit que le monde des formes est terminé, eh bien, le problème, c'est que ça peut se déformer. On avait vu que chaque proposition aussi de signes se déformait quand c'était vécu trop personnellement.
Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est vécu trop personnellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que devient le scorpion? Parce que là, on parle du scorpion supérieur, hein, dans son acte, dans sa qualité. Mais qu'est-ce qui devient quand il déforme cette qualité? En fait, le 8, il va se casser la gueule. Il va tomber. Ça va faire plus un 8 dans ce sens-là. Et en fait, il va voir que le monde des formes s'est terminé, que c'est plus adapté, c'est plus juste. Mais il va essayer de rentrer dedans, de les faire passer un peu à un autre monde, en tout cas de faire changer ces formes, de les casser, mais en leur rentrant dans, symboliquement, hein, c'est un peu, mais sans passer à un autre état de conscience. On dit que ça peut être la subtile transformation par la conscience, ça va être la grossière transformation par la force et par la forme. Le scorpion, justement, et d'ailleurs, c'est nous-mêmes. Quand je dis le scorpion, c'est pas juste ceux qui ont essayé une scorpion, je le répète à chaque fois, c'est toutes les parties scorpion en nous, qu'on soit scorpion ou pas. Et c'est intéressant de regarder que psychologiquement, par rapport à nous-mêmes, c'est ce qui va se passer au départ avec le scorpion, il va voir très clairement qu'il y a certaines choses qui ne vont plus en lui, parce qu'on verra qu'il a une vision aussi pénétrante, donc il voit bien clairement les défauts, et il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes en lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas chercher à changer de conscience, il va se battre. On dit que, justement, quand ça se déforme, il devient le soldat. Il devient le soldat combattant qui va chercher à se battre. D'ailleurs, même l'animal, le scorpion, il a un aspect très combatif quand on le regarde comme ça. C'est pas un doux petit chat avec des petits poils. Non, c'est un scorpion avec une carapace, un exosquelette, 2 pinces, un dard dressé. On sent le combattant. Il y a déjà quelque chose de très combatif. Et c'est vrai que du coup, il va se battre déjà par rapport à lui-même dans un premier temps. Il dit, mais c'est pas possible que je sois comme ça, j'en suis encore là, mais c'est pas vrai. Puis il va se flageller, il va se piquer lui-même avec son dard. Il va vraiment dire, mais il faut que je change, il va essayer de se discipliner. Voilà, il devient un champ de bataille à lui tout seul. Avec toutes les inflammations physiques, émotionnelles et mentales que ça génère. C'est absolument énorme. D'ailleurs, quand on réalisera au niveau de la médecine que les inflammations dans le corps viennent de l'état de combat intérieur que l'on a avec soi-même, on fera un grand pas dans les traitements anti-inflammatoires. Et ça, même c'est intéressant parce que ce changement de soi-même par la forme, souvent des gens qui ont des énergies scorpions, il y a toujours un moment donné dans leur vie où ils vont voir que ça ne va pas, ils ne sont pas satisfaits de leur monde, mais du coup, ils ont derrière l'intuition qu'il y a un autre monde, mais comme ils s'y prennent mal, donc c'est toujours par la forme ou la force, et même par rapport, ils sont souvent des fois à un moment donné attirés par les drogues, ou l'alcool, ou des choses comme ça qui les font, ou une sorte de musique un peu transcendantale, qui les font passer quelque part dans un autre monde. En tout cas, ils recherchent par la forme, l'usage de la drogue, l'alcool ou autre, justement cet autre monde qu'ils ont l'intuition, mais qu'ils n'ont pas encore vraiment conscientisé fondamentalement. Et puis comme ce qu'on vit à l'intérieur, on le projette sur les autres, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qu'il y a autour de nous, dans le couple, avec qui on vit, les voisins, les amis, tout ça, eh bien souvent, on va voir aussi toutes les formes qui sont terminées, qui ne vont pas, tous les défauts. Et puis on va les attaquer, on va mettre le doigt dessus, bien où ça fait mal. Et puis on y revient à l'attaque, on fait culpabiliser, on recherche, puis on lâche rien. Il y a vraiment un côté combatif pour que l'autre change. Et il faut y aller, on pousse, on force. Force est de constater que ça ne marche pas super bien. Et pareil, toutes les inflammations que ça crée dans les relations de couple et autour de nous. Et puis voilà, c'est pas satisfaisant, c'est pas on sent ça, on va y revenir. Mais avant, au niveau beaucoup plus global, quand on est d'ailleurs un peu plus avancé sur le sentier, on n'est plus seulement occupé que de nous et notre petit entourage, on commence aussi à s'ouvrir un petit peu au monde. Et là aussi, on voit qu'il y a plein de cette société, ce monde de société, cette forme de société, elle tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond quand on regarde ça, on dit non, c'est pas possible. Au niveau des injustices qu'il y a, des guerres, du machisme, de toutes les violences, de tout ce qui se passe, la corruption, et j'en passe, il n'y a qu'à allumer la télé, tout ce qui ne va pas, tout ce que vous voyez qui ne va pas, à un moment donné, le scorpion, en nous, il se réveille, il dit, mais d'ailleurs, c'est pas possible, comment tous ces gens, ces moutons, qui ont terminé ce monde de forme, qui en sont un peu dans le niveau 7, comment font-ils pour se satisfaire de ce monde de forme-là?
C'est pas possible, ils sont tous hypnotisés avec leurs écrans de smartphones, de télé, et puis ils sont abreuvés de publicités qui les empêchent, qui les font dépenser, en deux mots, dépenser, qui empêchent de penser. D'ailleurs, c'est marrant, quand on consomme et quand on dépense, on n'a pas d'énergie pour penser. Mais donc le scorpion, il se dit, mais non, il faut lutter, il faut militer, il faut se bouger les gars, il faut y aller. On prend les armes, on se révolte, on milite, on va, tu vois, on va crier, on monte au créneau. Intéressant, on proteste. Tous des termes empruntés au langage militaire. Monter au créneau, d'ailleurs, ça vient des petites, dans les citadelles, les petites meurtrières, là, ça s'appelle des créneaux. Monter au créneau, c'est quand on montait les combattants, puis on tirait de là-bas. Donc il y a vraiment tout un langage comme ça, guerrier, dans l'acte, dans nos rapports aussi au monde, des choses qui ne vont pas. Et c'est même hallucinant de voir, au niveau mondial, si on doute encore de la présence de l'énergie scorpion dans le monde, le nombre de combats, de guerres qu'il y a partout, au niveau physique, émotionnel et mental. Tous les pays entre les autres, les conflits armés qu'il y a entre les milices armées, les tribus les unes par rapport aux autres, les manifestants par rapport au CRS, les blancs contre les noirs, les femmes contre les hommes, les pro-masques, anti-masques, les pro-Trump, anti-Trump qui sortent avec des armes. Vous avez vu la campagne présidentielle aux États-Unis, c'est le combat l'un sur l'autre. Les arènes politiques, encore un terme... où les débats politiques, où on se débat, et puis qui c'est qui va vaincre l'autre. Donc dans les publicités, c'est les vidéos sur YouTube, tel philosophe a descendu l'autre, regardez, tout le monde regarde ça, il y a des trucs comme ça qui sont les joutes verbales, il y en aurait plein d'autres de termes comme ça militaires empruntés à notre société qui montrent bien l'énergie combative qui est présente partout là, dans notre société. C'est absolument effroyable. 1800 milliards de dollars, le chiffre, le budget consacré à la militarisation dans le monde. C'est absolument énorme. Donc toute l'énergie qu'on dépense aussi à cela. Et avec toutes les douleurs et toutes les souffrances que ça engendre, toutes les inflammations collectives, d'ailleurs tous les feux qu'il y a partout, c'est peut-être un lien entre le climat aussi extérieur et notre climat intérieur. Exactement comme dans notre organisme. Mais tout ça, ça n'engendre, c'est un cercle vicieux. Le combat engendre la douleur engendre la souffrance engendre la vengeance, et puis comme ça, d'une ethnie à une autre, et puis il y a des ressentiments, et puis dès qu'on peut prendre le dessus, c'est un cercle vicieux sans fin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le combat, fondamentalement, combattre quelque chose ne sert à rien, ça ne fait que le renforcer. Constamment. Et ça c'est vraiment important. À un moment donné, le scorpion commence à s'en rendre compte. Et si vous en doutez, je vous invite vraiment à regarder sur Arte un petit reportage en 2 étapes, ça s'appelle Terrorisme ennemi d'État sur Arte Replay, et qui est vraiment intéressant, qui montre vraiment combien la guerre déclarée contre le mal, contre le terrorisme par l'administration Bush en 2001, a été un échec total. C'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens militaires, en plus accompagnés des autres occidentaux, des gentils occidentaux contre les méchants terroristes, et il y a beaucoup plus maintenant de gens qui portent allégeance à Al-Qaïda qu'avant 2001. Ça a fait l'effet total inverse. Combattre un défaut le renforce, complètement. C'est une des conséquences. Une autre conséquence, c'est la dévitalisation. Quand on se bat, et ça on peut le voir très bien individuellement, quand on se bat avec quelqu'un, à un moment donné on est dévitalisé. On sent que l'énergie, elle fuit, elle s'en va. L'énergie, elle est complètement dilapidée. Et c'est intéressant parce que quand l'énergie se dilapide, en fait le système immunitaire se fragilise. Et quand le système immunitaire se fragilise, eh ben on est sensible à toutes les maladies contagieuses, épidémiques de la planète, dont la grippe fait partie, et toutes les épidémies actuelles, peut-être en période de Covid, c'est peut-être assez intéressant à se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un lien entre notre état intérieur, notre état de dévitalisation de notre système humanitaire, de l'humanité, qui fait qu'on n'est pas immunisé contre ces maladies. Et peut-être le jour où en conscience, on sera beaucoup plus dans un autre esprit que l'esprit combattant, et ben, ces maladies, on sera beaucoup plus immunisés, et au lieu de les combattre, encore une fois. Là, c'est 2 conséquences absolument énormes, donc ça renforce et ça dévitalise complètement le combat. Alors, je suis sûr que
Ben, vous êtes là, vous dites, mais oui, c'est vrai, fondamentalement, on sent bien que c'est plus la solution, le combat. C'est pas ça. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite voix, qui fait écho d'ailleurs avec tous ceux qui disent que, oui, ne pas se combattre, ne pas combattre, c'est bien beau. Mais si on n'avait pas combattu pour le droit des femmes contre toutes les oui, tous les tyrans pour la résistance, voilà, pour la liberté. Si on n'avait pas pris les armes pour cela, ben on n'en serait pas là. Tu ne pourrais pas, comme ça, faire une conférence tranquille et être libre comme ça, comme tu l'es. C'est pas faux. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, le combat est encore nécessaire dans le passage de la conscience de dépendance, de la conscience de masse, à la conscience d'indépendance. Ça, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que dans une société, dans un régime où l'épanouissement personnel, donc la conscience d'indépendance, la conscience personnelle, n'est pas permise, où elle ne peut pas s'exprimer, où tout l'épanouissement personnel ne peut pas s'exprimer parce que la presse, l'art, la culture, la lecture, tout ça est réprimé. Tout ce qui ne va pas dans le sens du régime est réprimé. Et bien, la seule solution pour faire valoir son moi, pour affirmer sa personnalité, ben là, c'est de combattre. Parce que s'il y avait encore d'autres moyens d'épanouissement de cela, ça serait pas la solution. Mais là où il n'y a pas d'autres possibilités, là oui, ça permet d'affirmer sa personnalité. Quand on cherche à passer de la conscience de dépendance, où le régime autoritaire était une protection, à la conscience d'indépendance où il devient une entrave, là oui, c'est important. Par contre, dans notre société actuelle, où la conscience individuelle est la norme, où on est tous libres d'exprimer, voilà, à faire notre vie, mais là ça ne marche plus. Là, ce qui était une solution la veille devient complètement un problème. Là où le combat était une solution, là, ça devient le problème dans nos sociétés-là. C'est plus par le combat. Ça va être par une autre méthode, par autre chose qu'il va falloir avancer pour passer justement de la conscience individuelle à une conscience d'ensemble, à une conscience de cœur, à une conscience collective. Et ça dépend là où on se situe. Du coup, si notre travail à nous, ok, on dit que c'est s'individualiser, construire notre moi, ok, on continue à se battre. Mais si notre prochain pas, on sent que c'est passer vraiment à une conscience de cœur collective, ah ben là, il y a peut-être autre chose à mettre en place. Et bien, justement, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Ou quoique, avant de voir qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, j'aimerais quand même vous montrer une autre attitude scorpionesque, on va dire, qui est l'autre extrême, l'autre face du combat, mais qui fait partie aussi du scorpion, entre guillemets, inférieur, en tout cas au début de l'évolution, et qui est le côté... Parce que le scorpion, c'est le champion des extrêmes. Ça se voit dans le 8, hein, on voit vraiment deux extrêmes. Et même dans l'animal, le scorpion, c'est un signe qu'on trouve à 5500 mètres d'altitude. 5500 mètres d'altitude quand même. Et qu'on trouve au plus bas à moins 800 mètres sous terre, dans les grottes. C'est vraiment le signe des extrêmes. Il peut même dans sa physionomie, dans son attitude de vie, donc c'est vraiment ce côté guerrier, là, comme on l'avait vu, combattant, et puis il passe aussi un extrême, une grande partie de sa vie, dans une grotte, au fond d'un trou, seul, dans le noir, à ne pas bouger. Donc il y a vraiment encore deux extrêmes de cette attitude scorpion. Et psychologiquement, ces deux extrêmes, elles se retrouvent aussi en nous, donc dans le combat, mais aussi dans notre façon où à un moment donné, après des multiples combats, certains vaincus, de nombreux complètement échoués, eh ben on baisse les armes, on n'en peut plus, on est fatigué. À quoi bon? Ça devient incommensurable le travail, puis on est seul, on se sent seul à lutter contre toutes ces injustices, à lutter contre ce qui ne va pas. On baisse les bras, on n'en peut plus. On l'appelle le Calimero. C'est trop dur, avec l'œuf. Donc ça, c'est une attitude de scorpion, un peu comme ça, donc qui va se plaindre, qui va se décourager complètement. Là, un peu, il tombe dans son trou à moins 800 mètres dans la grotte. Voilà, il n'y a plus personne quelque part. Ça, c'est vraiment une attitude de scorpion très, très forte. Mais c'est mal connaître le scorpion. C'est un des animaux les plus résistants qui existent. Il résiste à 45 degrés de température et il sort vivant de la congélation.
et il résiste à 30 fois le taux d'irradiation qu'un humain peut supporter. C'est l'animal qui résiste le plus d'irradiation possible. Donc, même au fond du trou, des fois, il reprend de la vigueur dès qu'il y a une cause qui le touche particulièrement, et là, c'est reparti pour le combat. Donc là, c'est vraiment... Si vous, d'ailleurs, vous avez un scorpion à la maison, et puis qui est un petit peu déprimé, vous lui agitez comme ça une petite cause qu'il connaît bien, hein, c'est un peu comme les croquettes pour chat. Vous savez, quand il dort, quand tu lui agites un peu de croquettes, le chat, il se réveille, ben, c'est pareil. Et là, il repart, et là... Bon, si vraiment il est trop déprimé, alors là, c'est bon signe. Il ne repartira pas avec ça, et ça veut dire qu'il est peut-être prêt pour autre chose et pour la proposition supérieure du scorpion. Et justement, qu'est-ce que c'est cette proposition supérieure du scorpion? La proposition supérieure du scorpion, alors on avait vu que c'était en rapport bien sûr avec le changement de conscience, la transmutation de conscience, mais pour ça il faut comprendre que le signe du scorpion est gouverné par, comme tous les autres signes, par des planètes, par une planète particulière. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous savez que les constellations se trouvent hors de nos systèmes solaires et donc ont un effet sur la planète Terre et sur nous, bien sûr, sur tout ce qui existe. Et elles sont gouvernées par des planètes parce que leurs énergies sont relayées dans le système solaire par une ou plusieurs planètes. Et on dit que le scorpion est gouverné et relayé par la planète, entre autres, il y a aussi Mercure, mais par la planète Mars. Et la planète Mars, c'est intéressant, la planète, on appelle la planète rouge, rouge comme le sang. Et le sang a deux connotations. Il a une connotation très guerrière, exactement comme si Mars, le dieu de la guerre, il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire guerrière, par exemple, le sang qui coule du combat, le sang rouge comme le sang, le rouge qu'on met sur les drapeaux d'ailleurs de tous les pays. Vous regarderez, souvent ça symbolise le sang versé par les hommes pour la nation. Donc vraiment le sang qui symbolise, le rouge, le sang qui symbolise justement la mort, le combat, voilà. Donc le scorpion justement inférieur. On dit que le scorpion, le soldat, eh ben, il est gouverné par Mars saturé de sang, donc du combat. Par contre, quand on vit le Mars au niveau supérieur, eh ben, c'est là que le soldat va se transformer en guerrier. Et non plus en guerrier saturé de sang, mais avec la deuxième signification du sang, en guerrier saturé de vie. Parce que le sang, fondamentalement, c'est celui qui donne la vie à tout l'organisme. Et on dit que justement le scorpion supérieur, c'est le guerrier saturé de vie, saturé d'amour, saturé de volonté fondamentale, de plan d'ensemble, et qui donne vie à l'ensemble de l'organisme. C'est ça le guerrier, la proposition du guerrier fondamental. En fait, le guerrier, ce guerrier justement saturé de vie et d'amour, c'est l'âme en nous. C'est ce guerrier, c'est l'âme. C'est cette âme qui sait s'élever au-dessus du champ de bataille. Qui est un peu comme le taureau ailé, on avait vu dans le signe complémentaire, qui s'élevait au-dessus du brouillard émotionnel. Justement, le scorpion supérieur, qu'on associe d'ailleurs souvent dans la mythologie et dans l'ésotérisme à l'aigle, le scorpion supérieur ou le guerrier, eh bien, il s'élève au-dessus du champ de bataille. Et il a une vision, on parle de la vision de l'aigle. Il a la vision de l'aigle qui est à la fois une vue perçante et qui est à la fois capable, c'est le seul animal capable de regarder le soleil en face, sans se brûler les yeux. Et c'est intéressant parce que le soleil nous ramène au système solaire et c'est comme s'il avait la vision pénétrante de la loi d'amour qu'il y a au sein de ce système solaire, de comment fonctionne cette loi d'amour. Il a une vision pénétrante qui lui permet de voir derrière les formes. Et il voit que derrière la matière, derrière les multitudes de formes, il y a une seule et même vie. Et il voit aussi, il pénètre les profondeurs de la matière, mais il pénètre aussi les profondeurs de la conscience. Et derrière la conscience, il se rend compte que derrière les multitudes de consciences, quand il s'élève avec cette vision de l'aigle, il se rend compte que derrière toutes ces consciences, il y a une seule et même grande conscience. On appelle des fois l'âme une, fondamentalement, la conscience universelle. Une vie, une grande vie, une seule conscience. Et il perçoit qu'on est tous issus de cette grande vie et de cette grande conscience. Une vie, des myriades de formes, et à l'intérieur de ces formes, la conscience qui cherche à unir l'esprit à la matière, qui cherche à amener plus d'amour. Il voit ce grand plan à l'œuvre de l'unité esprit-matière, parce que fondamentalement, ce 8
le connecte à l'unité esprit-matière. Il ne le voit pas comme un combat, il voit tout ça comme une union fondamentale qui a lieu à l'intérieur de toutes les formes de vie au sein de cette grande vie. C'est la vision de l'aigle, la vision du guerrier qu'il maintient fondamentalement. Il n'a pas seulement la vision, ça lui amène un état d'être de cœur. Et il sait que son service est ce qui doit être, et c'est ce que le guerrier fondamentalement, guerrier supérieur arrive à faire, le guerrier pacifique, il arrive à maintenir cette vision et l'état d'être qui en résulte au sein des formes, au sein du quotidien, sans se laisser absorber par le quotidien. C'est comme si c'était solide jusqu'en bas, cette vision-là. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le guerrier supérieur. Il voit bien. Il voit bien aussi, comme la vision de l'aigle, il voit cette globalité, mais il voit bien aussi le détail, il voit bien aussi combien il y a des défauts, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde. Il n'est pas complètement hors de ce monde. Il voit très bien qu'il y a plein de formes à changer, comme on disait, dans la société partout. Mais il sait fondamentalement, il sait pertinemment que c'est plus par le combat. Il sait, parce qu'il a eu cette vision de l'aigle, de cette vision de l'œil intérieur, il a perçu que la solution, c'était justement par l'amour. Il a la confiance absolue en cette loi d'amour, en cette loi de la conscience qui change les choses. Il sent que c'est par la transformation de la conscience que les choses vont changer. C'est sa méthode, c'est plus le combat. Donc ça, c'est quelque chose qui est ferme, qui est tenu en lui. Et qui ne vacille pas. Ce n'est pas une fois oui ou une fois de temps en temps, c'est constant. Et cette... on va dire que là où le soldat, j'allais dire, cherchait à blesser par le guerrier, par le combat, le guerrier, lui, va chercher à guérir. Là où le soldat, il va chercher à haïr, le guerrier, il va chercher à aimer. Là où le soldat, il voit deux camps qui se battent, le soldat, il voit deux camps qui cherchent à s'unir, maladroitement, mais qui cherchent à s'unir. Et comment ? Le guerrier, pardon, merci. Il ne voit pas deux camps qui se battent comme le soldat, mais il voit deux camps qui cherchent à s'unir, et il va mettre tout ce qu'il y a en son pouvoir pour aider à cette unité. En fait, il perçoit que la guerre, ce que nous on appelle la guerre, ce que nous on appelle des camps qui s'opposent, c'est simplement cette grande loi d'amour qui attire des opposés complémentaires et qui va les chercher, qui va chercher à ce qu'ils s'unissent. En fait, qu'est-ce que c'est la guerre si c'est deux opposés complémentaires qui s'ignorent encore ? Au départ, quand il y a cette grande pulsion de loi d'amour qui va chercher à réunir des opposés, et ben, quand la conscience j'allais dire, résiste, ça donne la guerre. Puis la conscience commence à s'ouvrir. Ça va donner la réconciliation entre ces opposés. Et puis la conscience s'élève. Et là, ça va donner l'union. Ben c'est comme un processus. Et c'est là qu'on voit que la guerre n'est que la première étape d'un processus d'union. Exactement comme les étapes de deuil. Il y a des étapes de deuil, mais une fois pour arriver au deuil, ça passe par telle étape, avant d'arriver à l'union. Et c'est tout un processus qui se passe partout dans l'humanité depuis la nuit des temps. Que ce soit entre les individus, entre les villages, entre les clans, entre les contrées, entre les pays, entre les nations. Ça a été d'abord du combat, de la réconciliation et de l'union. Et ça continue. Nous, on ne voit qu'à l'instant T dans le monde des formes, le monde du combat en tant que soldat, et puis on veut changer. Mais on ne voit pas, en termes, avec la vision de l'aigle, avec la vision du guerrier, cette notion de cette loi d'amour qui gît sous les événements du temps et qui fait son travail d'œuvre. Et de voir la guerre comme simplement toutes les choses qui s'opposent, comme une union en cours de déploiement, une unité en cours de déploiement. Et ça paraît utopique, mais rien que pour donner des exemples, pas du tout. Rien que, bon, prenons le plus connu, mais rien que le Christ, il a fait acte de guerrier complètement en opposant à la loi du talion, la loi du cœur, à la loi de œil pour œil, dent pour dent. Il a dit, vous tendrez l'autre joue. Alors ça a été pris très littéralement, mais ça voulait dire qu'il avait compris que c'était plus par
il avait non seulement compris, mais il avait mis en œuvre le fait que c'était plus, il avait réalisé complètement que ce n'était pas par la guerre, mais c'était par l'amour, par la paix, que les choses allaient vraiment changer. Mais le Dalai Lama, par rapport aussi à son attitude par rapport à la Chine, il ne prône pas du tout la guerre. Il prône la paix, il prône la réconciliation, l'écoute fondamentalement. Il nous dit que la haine est un feu qui ne s'éteindra que par l'amour. Si la haine existe toujours, c'est que l'amour n'est pas encore assez fort. Donc le guerrier, il sait ça. Et il sait que c'est l'amour qui doit être l'arme, j'allais dire, du guerrier. Et je trouve, pour avoir revu, et je vous le conseille, un documentaire sur Arte, à Mandela et moi, je trouve aussi Mandela assez stupéfiant ce qui s'est passé. C'était intéressant parce qu'il avait d'ailleurs la lune en scorpion dans son thème astral, et il a commencé sa vie par le soldat. C'était un extrémiste militant. Donc il allait en prison d'ailleurs par rapport à ça. 27 ans de prison. Et dans le silence de sa grotte, comme le scorpion dans son trou, eh ben, il a mué. Il a transmué, on dit que c'est le signe de la transmutation. Le scorpion mute 5 à 8 fois dans sa vie. Et il change, il grandit comme ça. Eh ben, c'est ce qui s'est passé pour Mandela. Il a muté complètement. Il est passé du soldat au guerrier. Il a eu cette vision de l'aigle. Et il a pu voir justement en l'ennemi d'aujourd'hui l'ami de demain. Il a pu voir en la guerre d'aujourd'hui la paix de demain. Il a pu voir justement dans ces deux camps qui s'opposaient, il a pu voir un seul peuple. Il a vu un peuple en devenir. C'est par cette vision intérieure de cette loi d'amour à l'œuvre qu'il a pu, malgré 27 ans de prison et sûrement de torture et de tout ce qu'il a dû vivre dans sa vie, ne pas passer au combat. Donc ce n'est pas une utopie, ça s'est vécu, ça se vit et c'est possible. Et il a prôné la réconciliation. Et c'était loin d'être un bisounours comme on croit. Dans ce reportage, il y en a plein qui témoignent en disant que c'était quelqu'un de très ferme. On sent la fermeté du guerrier qui dit c'est ça qui doit être, un point c'est tout, c'est l'unité qui doit être, c'est plus le combat, c'est terminé, ça ne peut pas fonctionner. Et je trouve même absolument génial de voir combien d'ailleurs des icônes comme ça, des exemples comme ça, ont eu un impact sur la conscience. On en parle encore des dizaines, voire des centaines, des milliers d'années pour le Christ, mais encore après. C'est-à-dire que ça réveille quelque chose en nous d'une vérité, d'une profondeur absolument énorme pour que ça reste comme ça. Et ça crée justement, ça éveille en nous le feu d'un espoir absolument énorme. Et ça peut être justement des exemples comme ça. Et justement, on a à devenir, chaque fois que nous-mêmes, on laisse passer ces qualités, chaque fois que nous-mêmes, on voit en l'autre, on ne voit plus en l'autre un ennemi ou quelqu'un à se battre, mais plutôt, pas quelqu'un, un ennemi à faire disparaître, mais plutôt un frère à faire apparaître, ben là oui, là on est des guerriers pacifiques, des guerriers lumineux. Oh certes, nous, on ne sera sûrement pas reconnus, on a à être des guerriers, j'allais dire, anonymes, mais peu importe, reconnus ou anonymes, l'important, c'est que ce soit ces états d'être qui se disséminent de partout dans le monde. Et qu'on soit des petits points de lumière. L'important, le guerrier, il sait que c'est l'équipe qui fait la force, c'est l'union qui fait la force, c'est l'ensemble de ces guerriers qui sont reconnus, certains doivent être reconnus, d'autres pas du tout, mais c'est l'ensemble de cette force qui va faire changer les choses, qui va transformer la conscience, qui va transformer les relations. Et on peut l'être, chacun de nous, dans notre quotidien, dans notre couple, ensemble, en groupe, par rapport à la société, par rapport à la politique, par rapport à ce qui bat. Est-ce qu'on fait le choix du guerrier ou le choix du soldat? Ça, c'est des vraies questions intérieurement. Et là, on peut participer réellement. Et la vraie bataille du guerrier, elle se situe là. Elle ne se situe pas du tout au niveau des formes. La vraie bataille, elle est dans ce choix que l'on fait intérieurement. D'ailleurs, il y a deux qualités qui sont importantes à méditer et peut-être à retenir ce mois de Scorpion qui arrive. C'est deux paroles clés. Notamment, la première, c'est la notion de devenir le sentier. Et la deuxième, c'est la fermeté. Devenir le sentier.
Alors ça veut dire quoi? Parce que souvent on entend dans les livres ésotériques, je ne sais pas si vous avez lu, si vous lisez depuis longtemps, on entend on va suivre le sentier, on connaît bien, mais on dit mais il faut à un moment donné devenir le sentier. Mais on lit, on dit ah bah oui c'est vrai qu'il a raison, mais ça veut dire quoi devenir le sentier en fait? C'est intéressant parce qu'au départ, on dit suivre le sentier, ça on le comprend bien. Nous d'ailleurs, c'est quand on s'engage sur un sentier, on s'est engagé dans une direction, on s'est engagé dans la conscience d'ensemble, donc on s'est engagé, on suit le sentier des valeurs d'ensemble, hein, de l'amour, de la coopération, de la fraternité, de tout ça. Et en fait, pour devenir, ça j'allais dire, le soldat, il nous demande de faire, le guerrier nous demande de faire plus que suivre le sentier. Parce que si on suit le sentier, si on suit ses valeurs, eh bien, on n'est pas ces valeurs. On ne fait que les suivre. Devenir le sentier, c'est devenir ses valeurs. Et c'est très différent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand, en fait, au départ, c'est nous, on est un peu soldats, et puis, bon, un peu fatigués, puis commençons à s'évoluer, qui suivons le sentier un peu plus du guerrier, mais souvent, on ne fait que suivre cela. Et du coup, par exemple, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Par exemple, on peut commencer à aspirer à suivre la paix, mais tant qu'on le fait en tant que soldat, eh bien, ça va donner des incohérences comme je vais me battre pour la paix. Oui, moi j'ai des valeurs de paix, j'ai des valeurs de coopération, j'ai des valeurs d'entraide, et je vais me battre pour cela. Mais je vais me battre, vous voyez l'incohérence, je vais me battre pour la paix. C'est toute l'histoire, l'horrible histoire des croisades, complètement saturée de sang. Et pourtant pour la paix, pour l'amour, parce qu'on ne fait que suivre le sentier. Par exemple, on peut aussi se battre, j'allais dire, pour la liberté d'expression. Mais c'est la même chose. Ou on peut même se dire laïque, et puis, du coup, être complètement en incohérence, c'est-à-dire on est laïque, hein, mais on exclut complètement certaines formes de religion qui ne correspondent pas à notre laïcité, qui est complètement l'antinomie de la laïcité, qui devrait accepter toute forme d'autres croyances. Et même la liberté d'expression, c'est la même chose. On peut se dire, oui, je suis pour la liberté d'expression. Mais tant qu'on fait suivre la liberté d'expression, tant qu'on ne devient pas fondamentalement cette liberté d'expression, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va censurer des gens qui ne pensent pas comme nous. Et pourtant, on se dit pour la liberté d'expression. Noam Chomsky, qui en a fait les frais, qui est un grand penseur de notre siècle, qui a fait les frais en France, c'est-à-dire qui n'est plus accepté dans les cercles intellectuels, il disait, si l'on ne croit pas à la libre expression pour les gens qu'on méprise, alors on n'y croit pas du tout. Si on ne croit pas à la libre expression pour les gens qu'on méprise, alors on n'y croit pas du tout. Et justement, il a été un peu renvoyé de France parce que justement, lui, il prônait sur les plateaux en disant mais même les fascistes ont le droit de s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec eux, je ne suis pas du tout d'accord, mais ce n'est pas par la censure, par la frustration et le combat qu'on va régler ces problèmes-là. C'est par une autre façon et par la conscience. Au contraire, on ferait que si on les censure, on ferait que les renforcer pour le coup. Donc, justement, devenir le sentier, c'est devenir ces qualités, devenir la paix, devenir l'amour, jusqu'à ce qu'on soit l'exemple de ça, qu'on fasse la preuve, qu'on fasse l'épreuve de cela. C'est-à-dire qu'on doit devenir la preuve vivante de ses qualités. Devenir le sentier, devenir ses qualités, c'est être la preuve vivante de ses qualités. Si on a perçu la paix, rien de nocif peut sortir perçu. Et si on est paix, rien de nocif on peut plus combattre. Si on a touché l'essence de la liberté d'expression, mais on ne peut plus censurer quelqu'un. C'est pas possible. Parce qu'on le vit, on est devenu cela. L'autre qualité à retenir et à méditer, c'est la fermeté. Alors pas la fermeté du soldat, qui s'apparenterait beaucoup plus à l'enfermement, dans ses convictions. Oui, j'ai écouté une conférence ce soir, il a dit qu'il fallait être ferme. D'ailleurs, moi, oui, puis d'ailleurs, je me bats contre le féminisme, contre les hommes, et d'ailleurs, je suis ferme dans mon truc. Oui, d'ailleurs, non. Là, c'est le soldat qui reprend la fermeté à son compte et pour se battre. Non, la fermeté du guerrier, c'est autre chose. C'est la fermeté qui refuse complètement le combat. C'est la fermeté, c'est rester ferme dans le fait de savoir que c'est l'amour qui triomphera. Fondamentalement, c'est cela. Et d'arriver à maintenir cela, même dans les situations qui nous prennent aux tripes. C'est refuser le combat, c'est-à-dire c'est maintenir une note, faire confiance dans le pouvoir de l'âme en soi et le pouvoir de l'âme en l'autre. C'est-à-dire c'est que si on maintient la meilleure façon
de faire passer quelqu'un, d'amener quelqu'un à un point donné, c'est de tenir ce point, fermement. Que ça soit un point d'amour ou un point de haine. Vous avez quelqu'un qui a un point de haine en face de vous, à un moment donné, vous êtes là, même si vous êtes un peu dans la coopération, vous êtes un peu dans l'amour, mais s'il le tient fermement, vous, à un moment donné, vous, ça monte aussi, puis ça vous fait descendre cette note. Mais si vous-même, si nous-mêmes, on tient fermement, aussi fermement, un point d'amour, un point d'unité, à un moment donné, l'âme de l'autre peut répondre à la même tonalité et à un moment donné lâcher les armes et aller vers la coopération et vers quelque chose de plus juste ensemble. Et se ranger du côté de l'amour, c'est se ranger du côté de la grande loi qui régit notre univers, la loi de force d'amour. Et du coup que rien ni personne ne peut arrêter. Il peut y avoir que des ralentissements de cela. Mais fondamentalement, il y a ce courant de vie qui porte cela, qui pousse tout à aller vers cela. Donc un jour ou l'autre, si on maintient cela, voilà, l'âme s'éveille en nous et dans les autres. Ça prend du temps, comme on l'avait vu en Verseau, c'est pas forcément... c'est beaucoup plus lent, c'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus efficace sur le long terme. C'est ce qu'on appelle vraiment l'âme qui agit sur l'âme, la magie blanche, le pouvoir de l'âme sur l'âme. Je vous renvoie justement à la conférence Verseau qu'on avait fait. Et puis l'autre importance de tenir la fermeté, parce que la fermeté, en fait, quand on est sur ce sentier du guerrier, en fait, notre 8 s'agrandit, on va dire. Au départ, on est avec notre petite âme et puis notre petite personnalité. Puis plus on avance, donc le 8, on va dire, s'agrandit. Puis on perçoit une âme plus grande, des valeurs plus grandes. On perçoit de plus en plus de lumière. Au départ, c'est notre propre lumière avec nos petits problèmes. On perçoit de plus en plus des forces contrastantes. Notre propre lumière, nos problèmes. Plus on avance, c'est la lumière de l'âme, les problèmes, les souffrances de l'humanité. Il y a comme ça deux forces contrastantes de plus en plus fortes qui arrivent. On commence à percevoir ce qu'on disait, à la fois l'amour, mais on perçoit aussi de plus en plus la haine qu'il y a partout. On perçoit le plan fondamental, la direction d'ensemble, puis on perçoit toute la lenteur du plan, de l'avancement du plan de la forme, toutes les difficultés et les insuccès que les travails des groupes qui œuvrent pour le bien subissent, toute la douleur de l'humanité et tout le potentiel qu'elle peut avoir. Donc c'est des forces comme ça qui sont de plus en plus fortes plus on avance sur le sentier. Et d'où l'importance de pouvoir se tenir fermement au centre, sans se laisser complètement abattre par le désespoir, justement par la douleur, par toute cette souffrance qui se laisser ensevelir sous l'émotionnel par rapport à cela, non plus sans complètement partir dans un côté mystique, complètement où justement on ne perçoit même plus du tout la souffrance du monde, ce qui serait une des autres possibilités. Donc maintenir fermement au milieu ce point d'âme, ce point de cœur qui a derrière, comme ça, ce point d'amour, derrière tous les événements du temps. Et même si parfois le guerrier il tombe, il se relève. Et même si parfois il se laisse aller dans une ou autre direction, fondamentalement, plus avant, c'est de périodes de plus en plus courtes et c'est fondamentalement temporaire. C'est temporaire parce qu'une fois qu'on a touché ce point d'amour fondamental, il y a pareil, rien ni personne qui peut nous en éloigner longtemps. À chaque fois, il y a une sorte d'aimant qui nous ramène là. Donc c'est l'importance de cette fermeté par rapport à ça. Et on ne peut pas terminer l'énergie Scorpion sans parler aussi d'une de ses spécialités, les crises. Le Scorpion, c'est quand même aussi justement un signe justement qui est porteur de crise. Et c'est vrai que en fait, nous quand on avance comme ça sur le sentier, quand on a pris un peu l'engagement de la voie de l'âme, la voie de l'ensemble, on a l'impression ou l'illusion de croire que une fois qu'on l'a pris, c'est pour de bon, une fois pour toutes, et puis on aura de moins en moins de problèmes, vu qu'on va être en plus en relation avec l'âme, moins en moins de crises. Le Scorpion, il va encore balayer cette forme pensée, pour le coup, et il va nous rappeler deux choses. La première, il va nous rappeler que déjà l'engagement, c'est pas une fois pour de bon, une fois qu'on l'a pris. Non, c'est comme le mariage, c'est comme dans le couple. Une fois on s'engage une première fois, mais
cet engagement d'amour qu'on s'est engagé à avoir l'un envers l'autre, il est à réitérer chaque jour, à chaque fois, rythmiquement. Et rythmiquement, d'ailleurs, régulièrement, on a des crises qui nous permettent de réaffirmer ou pas l'engagement qu'on a pris d'amour. Crise, ça vient de crisis, c'est un choix. Il faut voir le mot crise comme un choix. C'est-à-dire que à chaque crise, on a le choix de réaffirmer ou pas notre engagement. C'est intéressant de voir le mot, la notion de crise dans cette notion-là. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, puis quelque chose qu'il faut éviter, oh merde, encore une crise, oh là là, ça me tombe. Non, c'est une opportunité justement d'affirmer à nouveau un engagement. Et au niveau de la conscience, c'est la même chose. Au départ, comme on est en conscience de masse, de dépendance, et qu'on veut passer à la conscience comme ça individuelle, on prend une sorte d'engagement intérieur en disant mais oui, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est des valeurs d'affirmation de moi, de volonté personnelle, d'amour de soi, de liberté personnelle, d'indépendance. Je m'engage à cela. Mais ça ne va pas se faire comme ça, c'est pas parce qu'on y aspire ou qu'on veut, il n'y a qu'à voir, on parlait des femmes mais dans des sociétés complètement patriarcales, c'est pas parce qu'elles aspirent à ça que ça va se passer, elles vont devoir faire la preuve de ça dans le quotidien, il va y avoir des crises qui vont les mettre à l'épreuve. Et des crises avec le mari, avec le couple, avec l'ensemble de la société, avec tout ça. Et chaque crise va être un choix de dire est-ce que j'affirme ces valeurs auxquelles j'aspire, ces valeurs individuelles de liberté, de moi, d'autonomie. Et elles ont le choix de le faire avec toutes les conséquences et les difficultés, mais aussi les joies que ça va générer, mais aussi de ne pas le faire et de rester du coup en conscience de masse. Je vous invite à regarder le film La source des femmes. Et on voit bien que certaines, ça les aspire et qu'à un moment donné, y a un choix à faire. Si elles ne le font pas, elles vont rester comme avant. Mais si elles font le choix d'affirmer, et ça génère des crises. Mais nous, en conscience individuelle qui cherchons à passer en conscience collective, on s'engage dans les valeurs d'amour, dans les valeurs, ce qu'on disait, d'amour, de volonté, de plan fondamental, de direction, de sens commun, avec toutes les déclinaisons de fraternité, de coopération, d'interdépendance fondamentale. Et toutes les crises qui nous sont présentées, c'est des opportunités pour affirmer justement ces valeurs-là. C'est un choix. Est-ce qu'on répond à ces crises par ces valeurs-là? Or souvent, on les répond justement avec les anciennes valeurs, les valeurs individuelles, mais ça ne fonctionne pas. Cette crise-là ne nous demande pas de répondre par les valeurs individuelles. C'est des crises qui nous sont présentées parce que maintenant on en est à passer à un autre type de conscience de groupe. C'est le choix qu'on a à faire, c'est d'affirmer ces valeurs de groupe, de plus en plus. Et même collectivement, là, rien pour prendre les crises politiques qu'on vit dans notre société, qui est complètement une crise politique, c'est le sens, c'est la direction, c'est vraiment un manque de sens collectif. Et ce qui est demandé, le choix qu'il y a à faire, mais tant qu'on n'aura pas fait le choix ensemble, fondamentalement, collectivement, d'affirmer la volonté globale, la direction globale, un sens commun, mais les crises se représenteront de plus belle jusqu'à ce qu'on fasse réellement ce choix-là, et pas seulement en aspiration. Tant que nous, dans nos petites vies, on donne la priorité à notre sens personnel, nos plans de vie personnels, nos petits intérêts personnels, mais on fait maintenir cette société dans ce sens personnel, on ne répond pas à la crise. Pareil au niveau de la crise sociale et écologique. La réponse, c'est plus une conscience individuelle. Même une conscience individuelle qui s'occupe des autres, qui est bienveillante, c'est une conscience collective. Quand on aura réalisé et on aura fait le choix de se vivre en tant qu'interdépendant, en tant qu'unité, en tant que fraternité avec les autres règnes, en tant que terriens. Et à partir d'une conscience collective comme ça, mais là, on sent que ces problèmes écologiques nous demandent de répondre, ces crises économiques, de faire le choix du collectif, réellement. Et ces crises servent comme ça à faire descendre quelque part ces qualités jusqu'en bas. Donc c'est vraiment des propositions pour incarner les qualités. Donc ne plus voir les crises comme un truc embêtant, c'est ce qui permet à toutes les qualités, à toutes les valeurs, de faire leur preuve jusqu'en bas, pour pas qu'elles restent juste en suspens. La crise nous met en relation le haut et du coup et le bas.
Et justement, la deuxième chose, je disais qu'on rentre dans cette idée, c'est une fois pour de bon. Non, il faut réaffirmer à chaque fois, à chaque crise, comme dans le couple. Mais quand on est sur le chemin de l'évolution et du guerrier, on n'a pas de moins en moins de crises. Au contraire, on a de plus en plus, quelque part, de crises. Parce que notre rôle fondamental, c'est d'amener justement l'amour et par les crises d'y répondre. On voit bien que si on n'est pas en crise, on n'est pas stimulé quelque part. Et même la crise permet d'amener cela. Donc quelque part, il y a de plus en plus de problèmes à résoudre. Petite âme, petit problème à résoudre. Petit problème personnel. Grande âme, qui touche des valeurs d'ensemble, grand problème collectif à résoudre. Mais parce que c'est sinon, il n'y aurait aucune raison d'être là. On est venu sur Terre pour résoudre des problèmes, pour apporter des solutions aux crises qui se présentent. Comme on disait, le Scorpion il dit on n'est pas là du tout en vacances, on est là pour cela. Et on peut le faire justement collectivement ensemble, cette histoire-là. Et je veux dire, il n'y a pas à s'inquiéter, parce qu'on a toujours les problèmes qui correspondent à nos qualités, qui correspondent à nos capacités à y résoudre. Pourquoi? Parce que justement, un problème, c'est qu'une déformation. Un problème, c'est qu'une déformation d'une qualité. Comme on l'avait vu dans les autres, il y a un lien, il y a un fil entre la qualité et le problème. C'est-à-dire qu'on dit souvent que, par exemple, entre l'esprit et la matière, que la matière, c'est de l'esprit qui vibre à son degré le plus bas. Et bien, un problème, c'est pareil, c'est une qualité qui vibre, qui est vécue à son degré le plus bas. Donc dès qu'il y a un problème, c'est que en fait, derrière, pas loin, il y a la solution, il y a la qualité. Puisque c'est vraiment, il y a un fil qui relie le problème, tout problème à sa qualité. Et le travail du Scorpion fondamental, justement, c'est de remonter, de suivre le fil, de suivre ce 8, et de remonter du problème à la qualité fondamentale, par la conscience. Et chaque fois qu'on remonte ce fil et on rejoint la qualité, et bien c'est là, on s'élève à la qualité, c'est là que la qualité elle-même peut descendre. Et on peut dire pour conclure que le Scorpion vient nous révéler presque trois paradoxes ésotériques. Et je les cite très simplement, mais c'est tout ce qu'on vient de dire dans la conférence. C'est que c'est par l'amour et non par le combat que l'on triomphe. Ça, c'est déjà aussi un grand paradoxe si on y pense vraiment. L'autre paradoxe, c'est en s'élevant que l'amour descend. C'est en s'élevant que l'amour descend. Parce que souvent, on veut faire descendre l'amour en tant que soldat. Et on sent l'intuition d'important que l'amour soit en bas, soit descendre dans la matière. Mais on veut le faire par les outils de la personnalité. Non, le guerrier, il dépose les armes, il donne les rênes à l'âme, et en s'élevant, l'amour descend parce qu'il devient lui-même le sentier, il devient lui-même ses qualités, et l'amour passe à travers lui, à travers nous. Deuxième paradoxe. Troisième paradoxe, c'est en se changeant soi-même que le monde change. Ça, c'est quelque chose d'assez connu, mais ce qu'on vient de développer, c'est vraiment fondamentalement de reconnaître. Quand on a reconnu cela, c'est l'essence de cela, on se rend compte qu'il n'y a plus du tout à se battre et à vouloir modifier les formes, mais à changer notre propre conscience. Après, à choisir, par contre, et à discerner, de voir, est-ce que on veut passer dans un monde encore plus individuel, et là, on passe dans une conscience de masse à une conscience individuelle, ou on discerne bien qu'on est déjà dans une conscience individuelle et qu'on cherche à transformer le monde vers une conscience d'ensemble, et là, toute la transformation va se faire dans la conscience d'ensemble, mais à un moment donné, il y a un choix à faire. Et le guerrier a fait très nettement ce choix-là, et le Scorpion nous propose et nous invite à très clairement faire notre choix et notre engagement. C'est un signe d'engagement très, très puissant. Et pour terminer, le mettre en relation justement avec les trois autres signes, et puis la croix fixe. La croix fixe, donc avec ces 4 signes, qu'on avait appelé aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la croix du disciple ou la croix de la transmutation. Et le Scorpion, c'est le signe du disciple, comme on l'a vu, et le signe de la transmutation. Parce que, c'est pas par hasard, parce que dans cette croix fixe,
le scorpion occupe une place particulièrement importante parce que dans sa coopération justement avec l'illumination du taureau, et du coup cette vision de l'aigle, eh ben, il va, et toute sa capacité de transmuter, de mettre à l'épreuve, il va transmuter l'énergie lion qui symbolise notre personnalité, il va la faire transmuter en Verseau, c'est-à-dire qui symbolise en nous la conscience d'ensemble, la conscience de groupe et les véritables serviteurs du monde. Donc lorsqu'on est sur le sentier de l'évolution, on est vraiment placé, j'allais dire, au centre de la croix, et on est soumis justement aux influences de ces 4 signes, mais particulièrement à cette énergie scorpion qui cherche à nous faire vraiment changer de conscience pour passer vraiment à l'individualisme, au groupe. Donc, réjouissez-vous, on va avoir un paquet de crises qui vont arriver. Mais on peut se réjouir vraiment, parce que c'est vraiment la seule manière d'amener vraiment l'amour partout sur la Terre. Et on peut le faire réellement avec joie quand on a compris que c'est une opportunité de faire évoluer l'amour jusqu'en bas. Donc, et d'ailleurs, quand on avance un peu sur ce sentier, on découvre de plus en plus que pour vraiment devenir des serviteurs efficaces, eh ben, on va falloir développer le mental, qui est un des enseignements de la croix cardinale, dans les signes de début de saison, qu'on vous propose de travailler justement l'année prochaine, donc dans un nouveau cycle de conférences. Et on est content avec Michel de nous accompagner ensemble dans ce sentier justement de découverte par rapport à ça. Et on vous remercie beaucoup de votre présence pour toute cette année. Bon, on prend un petit temps de méditation.